9 955 km, bientôt 10 000, on va les franchir sur ce trajet. C'est le bon moment pour faire un bilan de l'usage de la Twingo électrique que j'ai depuis ce début d'année. Je vais simplement revenir sur les avantages, les inconvénients de la voiture et aussi sur mes impressions de conduite et les changements dans ma vie d'automobiliste qu'ont apporté la mobilité électrique. Alors le premier avantage qu'a cette Twingo électrique, c'est sa facilité de conduite et son confort. C'est vraiment très agréable à conduire, ça se faufile partout du fait d'un gabarit assez petit, on n'a aucun problème à la garer. Ça braque dans un mouchoir de poche, vraiment 100% gagnant d'un point de vue conduite. Et quand on conduit sur plus long trajet ou avec un peu plus d'allure, le châssis propulsion est vraiment super sympa à emmener. La voiture fait 80 chevaux, hein, donc c'est pas non plus très puissant, mais ce qui est vraiment agréable dans la conduite, c'est qu'on a très peu de temps de latence à l'accélération. Si on conduit une voiture classique essence ou diesel à boîte automatique et qu'on veut accélérer ou faire une reprise brusquement entre guillemets, et ben la boîte va un peu s'en mêler, il va falloir qu'elle ait le temps de faire le kickdown. Si on a un moteur turbo, il va falloir attendre que le turbo se déclenche pour enfin avoir de l'accélération. On n'a pas tout ça sur la voiture électrique, on appuie et ça avance. Et ça compense largement le fait de ne pas avoir une voiture très puissante. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est une voiture qui est très bien équipée. C'est le niveau de finition intense dans la gamme de la Twingo électrique, qui a tout l'essentiel sans le superflu. Donc contrairement aux séries spéciales Vibes qu'il y avait à l'époque où je l'ai acheté, qui disposent de jantes 16 pouces beaucoup trop larges et d'autres équipements qui servent à rien, là on a vraiment ce qu'il faut. Un écran avec GPS et réplication smartphone, un régulateur limiteur de vitesse pour ceux que ça intéresse, ordinateur de bord, siège chauffant très important pour la conduite de voiture électrique, phare et essuie-glace automatique, ça c'est un équipement quand on l'a essayé on peut plus vraiment s'en passer. Radar et caméra de recul, vitre et rétroviseur électrique bien sûr. Bref, vraiment l'essentiel qui est nécessaire pour se faciliter la vie. Il manque certains équipements, mais je reviendrai dans les défauts. Une très bonne surprise concernant cette voiture, c'est son autonomie et ses capacités de recharge. L'autonomie homologuée est annoncée autour de 180 km sans le mode éco, et on peut s'y tenir, on peut faire confiance à ce chiffre, même si on ne conduit pas spécialement doucement, ou qu'on met un peu de chauffage ou de clim, on peut tout à fait les tenir. Et en faisant attention, je pense qu'on peut atteindre les 200 km. Il faudra peut-être que je fasse le test un jour de l'autonomie de la Twingo jusqu'à 0%. Et là, depuis quelques jours, quelques semaines, avec les températures hivernales qui arrivent, on sent nettement que l'autonomie baisse. Mais pour le moment, la voiture m'annonce 20 km d'autonomie en moins. Donc ça fait à peu près 10% par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Donc là où avant, elle m'annonçait plus de 200 km d'autonomie à 100%. Là, on est entre 180 190 en fonction des jours. Mais je pense qu'en autonomie réelle, on doit facilement faire 160. Ça reste peu, mais c'est suffisant pour faire mes trajets. Et en plus de cette bonne autonomie, la Twingo a un super avantage au niveau de la recharge. C'est qu'elle recharge en courant alternatif à 22 kW maximum. C'est un avantage que j'avais du mal à estimer lorsque je faisais mon choix de voiture. Lorsque j'hésitais entre différents modèles de différentes gammes et différentes marques, je percevais un peu, mais je voyais mal l'avantage significatif qu'avait la puissance de 22 kW par rapport aux autres chargeurs en courant alternatif embarqués sur d'autres véhicules. Et c'est vraiment à l'usage, au fur et à mesure que j'ai conduit ma Twingo, que je me suis rendu compte qu'avoir ce chargeur de 22 kW était vraiment un super avantage, d'autant que j'avais pas spécialement de borne à domicile jusqu'à il y a très récemment, et pouvoir se recharger à 22 kW sur les bornes du Lidl, du Leclerc, les bornes du réseau e-borne, ça permet de récupérer 100 km d'autonomie en une demi-heure. Vraiment très pratique. Et le dernier avantage de cette voiture, c'est son prix et son coût d'usage. C'est une petite voiture, forcément, et plus facile à faire peu cher. Et bonus déduit, on est autour de 17 000 € sur cette finition. Il faut aussi prendre en compte les différentes remises que Renault peut proposer. Sur une location avec option d'achat de 3 ans et 45 000 km, je suis à un équivalent de 230 € par mois sans apport. Bon, moi j'ai une location avec apport, mais si on raisonne sans apport, ce serait l'équivalent de 230 € par mois. Et j'ai beau chercher, à part éventuellement la Dacia Spring,
Il y a peu de véhicules, même thermiques, qui sont aussi peu chers à louer. Surtout eu égard aux prestations de confort et de qualité de conduite qu'on a avec cette voiture. Et le coût à l'usage est aussi très faible. La voiture consomme entre 10 et 11 kWh au 100 à peu près depuis que je l'ai, sans tenir compte des pertes dues à la charge. C'est ce que m'indique l'ordinateur de bord. Mais ça reste quand même très très faible par rapport aux véhicules plus imposants. Même une Zoé, ça consomme plus forcément, c'est plus haut, c'est plus lourd. Et par rapport aux différents SUV électriques qui sortent sur le marché, là on est vraiment sans comparaison. Il n'y a guère que quand j'ai fait mon test d'autonomie sur autoroute que j'ai pu constater une consommation vraiment très importante. Au-delà des 20 kWh au 100 à 130 km/h. Mais à ces vitesses-là, l'aérodynamique peu favorable n'aide vraiment pas. Une voiture globalement qui a beaucoup de qualité, en tout cas j'en suis entièrement satisfait. Je vais quand même vous mentionner quelques défauts, puisque ça peut avoir une certaine importance pour certains usages. Le premier d'entre eux, c'est au niveau de la capacité de recharge, vous n'avez que du courant alternatif. Donc certes à 22 kW, mais il n'y a aucune option pour avoir une recharge en courant continu. Vu la qualité de la voiture, telle que je l'expérimente depuis bientôt 10 000 km, finalement j'aurais apprécié pouvoir cocher une option qui me permette de charger en courant continu pour pouvoir rouler sur des plus longs trajets. Même si c'est que à 40 ou 50 kW, ça aurait été quand même un plus par rapport aux 22 kW maxi en courant alternatif. Un autre défaut qui est assez important quand même, c'est qu'au niveau équipement, il manque certains équipements de sécurité qui sont très très utiles, qui permettent vraiment de vous protéger. Les airbags rideaux, qui sont les airbags qui sont sur le côté de la voiture, sur les côtés de la voiture, qui permettent vraiment de vous protéger si jamais vous êtes bousculé dans un accident, de ne pas vous blesser trop sur le haut du corps et sur la tête. Donc ça, il n'y en a pas et c'est vraiment pour moi un gros défaut. Et aussi, il manque pour moi une aide au freinage d'urgence, comme on a sur beaucoup de véhicules maintenant avec une caméra, qui peuvent au moins éviter quelques accrochages avec la voiture de devant. Cet équipement-là est tellement efficace que souvent les assureurs font un geste pour les véhicules qui en sont équipés. Ces équipements de sécurité absents trahissent un peu l'âge de conception de cette voiture. Un autre défaut, c'est l'habitabilité. Alors certes la voiture est petite, mais dans un volume similaire, d'autres voitures font quand même mieux au niveau habitabilité. La Volkswagen Up notamment. Là, que ce soit au niveau de la place à l'arrière ou du volume de coffre, c'est vraiment très petit. Et c'est dommage, puisque ça limite l'usage de cette voiture. Et si elle était un peu mieux conçue au niveau habitabilité, elle pourrait être beaucoup plus polyvalente, sans être vraiment plus chère à l'usage. Alors ce qui fait que l'habitabilité de la voiture est limitée, c'est qu'elle a été conçue sur la base de la Smart Fortwo plus particulièrement. Donc c'est une voiture qui a été conçue pour être 2 places et qui a été rallongée pour être 4 places. Donc le cahier des charges ne prévoyait pas que cette base soit conçue d'ores et déjà pour une voiture 4 places. Donc c'est pour ça que c'est une propulsion et c'est pour ça que le plancher de coffre est assez haut aussi. Et enfin, 2 détails qui m'agacent particulièrement sur cette voiture. Le premier, c'est au niveau des vitres électriques. Donc il n'y a que les vitres avant qui sont électriques. À l'arrière, c'est des compas qui entrebâillent les vitres. Sur la vitre conducteur, j'ai une vitre électrique automatique, donc qui descend automatiquement d'un coup de doigt, mais pas côté passager. Donc ça déjà c'est une mesquinerie en soi, mais ce qui est vraiment pénible, c'est que quand je m'arrête et que je coupe le contact, je peux refermer ma vitre conducteur facilement, mais si je veux fermer la vitre passager, je suis obligé de remettre le contact. Pour moi c'est 0 pointé au niveau de la mise au point. Une fois parlé de la Twingo, que penser de mon passage à la voiture électrique en général? Je savais vraiment pas à quoi m'attendre en me lançant là-dedans. Et je peux vraiment dire que je suis extrêmement content de ce choix. C'est vraiment une autre façon de concevoir l'automobile et de vivre l'automobile. Avant de l'avoir en main, je voyais vraiment cette Twingo électrique comme une voiture très adaptée pour faire de la ville et des trajets un petit peu dans la région, mais sans plus. Or, une fois à l'usage, je me rends compte que son équipement et sa qualité de tenue de route la rendent tout à fait acceptable pour une voiture principale. Ce qui va être vraiment limitant, c'est son autonomie, sa capacité de recharge et son habitabilité. Si on avait autour de 250-300 km d'autonomie, une charge en courant continu à 50 kW et une habitabilité un peu mieux faite à l'image de la Volkswagen e-Up, on aurait vraiment quelque chose de très très bien. Donc à mentionner que la Volkswagen e-Up corrige certains de ses défauts. Mais moi j'avais besoin d'avoir une charge triphasée et la Volkswagen e-Up malheureusement ne le propose pas. Et sinon je me suis rendu compte aussi en conduisant la Twingo,
c'est à quel point il manque une offre de voitures électriques dans ce format. On a la Twingo à ces prix, on a la triplette du groupe Volkswagen, donc la e-Up, la Skoda Citigo électrique et la Seat Mii électrique, donc qui, bon an mal an, sont plus ou moins en production et plus ou moins en vente. Et passé ces deux modèles, on n'a pas grand-chose. Alors on a la Fiat 500, mais la Fiat 500 c'est une voiture qui pour moi est plus à voir comme une Zoé ou une 208 en plus court que vraiment comme une petite voiture abordable et économique au quotidien. J'aime beaucoup la Fiat 500, mais surtout dans la petite batterie, c'est pas vraiment comparable aux prestations qui sont offertes par la Twingo et par la Volkswagen e-Up. Ce qui m'a vraiment frappé lorsque je conduis ma Twingo électrique et que je regarde un peu le marché autour de moi, par rapport notamment à des véhicules comme la Zoé, comme la 208 ou comme l'ID3, c'est que si je veux avoir une voiture entre guillemets un peu plus grosse ou plus polyvalente, je vais être obligé de payer quasiment 2 fois plus cher ma voiture. Pas tout à fait, hein, mais on n'est pas loin. La 208 électrique active que j'avais essayé par exemple, avec les bonnes options, c'est 60% plus cher que la Twingo en loyer à peu près équivalent. Ça fait vraiment beaucoup d'argent. Et si on prend une Zoé Zen ou Intense avec les options qui vont bien, ou une ID3 pareil, milieu de gamme, on aura vraiment des tarifs qui seront autour des 400 € de loyer par mois pour 45 000 km sur 3 ans sans apport. Alors bien sûr, les loyers que vous allez voir dans les publicités, c'est souvent compte tenu d'un apport en plus du bonus. Moi, quand je dis sans apport, c'est juste compte tenu du bonus sans rien d'autre. Et franchement, je trouve que pour le prix supplémentaire, qui est quand même conséquent, j'ai pas des voitures qui sont extrêmement meilleures ou qui enterrent ma Twingo d'un point de vue conduite ou praticité. C'est regrettable hein, parce que sur les voitures moyennes, on a finalement assez peu de choix. On a la 208, donc, je vous l'ai déjà dit, qui n'est pas spécialement la meilleure d'un point de vue autonomie et consommation. On a la Zoé qui est très très bien, très très polyvalente, mais qui est limitée sur sa charge en courant continu et qui n'est pas spécialement la plus inspirante à conduire. On a l'ID3 qui est vraiment bien, mais qui a une ergonomie catastrophique. On a le Kona électrique et le Niro aussi, qui en fonction des offres peuvent être certainement très intéressantes. Mais j'aime pas trop leur design malheureusement. Et une fois passés ces véhicules moyens, compacts, tout ce qui reste c'est que des grosses voitures, souvent des SUV très très lourds. Donc voilà, 10 000 km en Twingo électrique. Dites-moi vos impressions en ce qui concerne vous et votre voiture électrique. Et quel kilométrage vous avez atteint avec votre ou vos voitures électriques depuis que vous avez choisi ce mode de transport. Racontez-moi tout ça en commentaire. Ça va être très intéressant à lire, j'en suis sûr. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne route. Et je vous dis à bientôt.